on va définir un petit peu la chromatographie en phase gazeuse. Donc, c'est une chromatographie dont le principe est vraiment le même. Sinon, elle est destinée à des composés qui ont des propriétés spécifiques. Parmi ces propriétés, il faut qu'ils soient gazeux ou susceptibles d'être vaporisés sous l'effet de la température. Mais à condition, suite au chauffage, il ne faut pas que ces composés se dégradent. Il ne faut pas qu'ils perdent de l'autre structure d'origine. Donc, ils sont vaporisables, ils sont, on va dire, volatilisés, mais sans être dégradés. Donc, on dit que ces composés gazeux sont thermostables, c'est-à-dire sous l'effet de la température, ils ne sont pas dégradés, ils ne sont pas décomposés. Parmi les propriétés des composés à séparer par chromatographie en phase gazeuse, on retient des composés qui ont un poids léger, un poids moléculaire léger, donc inférieur aux environs de 500 grammes par mol. Ce qui est important de retenir aussi en CPG, c'est que ça nécessite un gaz comme phase mobile qui soit inerte. Le gaz vecteur utilisé en CPG, c'est un gaz inerte. Il peut être de l'hydrogène, il peut être de l'argon, il peut être de l'azote, comme il peut être du CO2 supercritique. Alors, également ici, dans la phase mobile, qui est le gaz inerte, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, en CPG, le gaz vecteur doit être très, très pur. Donc, la pureté du gaz vecteur conditionne la réussite de la séparation. Donc, le gaz vecteur, quand on dit pur, que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne doit pas contenir des traces d'eau, ni d'oxygène, ni des traces d'hydrocarbures légers. Donc, il faut faire attention. Sinon, quand on va faire si par contre le gaz vecteur contiendra un de ces saletés, c'est-à-dire l'eau, l'oxygène ou les hydrocarbures légers, on peut avoir des chromatogrammes fantômes. On peut avoir des pics fantômes. Donc, pour justement s'assurer que le gaz vecteur qu'on va envoyer dans une chromatographie en phase gazeuse, pour s'assurer de la pureté, on est obligé d'introduire des systèmes de filtres. On est obligé d'introduire des systèmes de filtres. Donc, pour chaque type de saleté, pour chaque diptème pureté, il y a des filtres spécifiques. On peut citer par exemple pour des traces d'eau, on utilise des tamis moléculaires pour éviter que l'eau soit contenue dans le gaz vecteur avant son entrée dans la colonne. Pour les hydrocarbures, par exemple, on peut les éliminer par un système catalytique. C'est des systèmes catalytiques qui sont vendus par des fournisseurs, donc on peut les utiliser directement. Alors, quand on parle de gaz, ça rime avec pression. Gaz, ça veut dire pression. Ça veut dire mesurer la pression du gaz introduit. Donc, pour mesurer la pression du gaz, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle un manodétendeur. Donc, ce manodétendeur, il est parfois à 2 étages. Il nous permet de régler la pression soit à l'entrée de la colonne ou bien à la sortie de la colonne. On l'a vu la dernière fois quand on a fait le cours en classe, avant l'arrivée du virus. On avait dit que pour les gaz, il y avait un problème de pression exacte. Donc, il était beaucoup mieux de mesurer la pression à la sortie. Rappelez-vous de ce qu'on avait fait en cours. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le gaz vecteur qui va justement pouvoir véhiculer les composés à séparer. Alors, pour la CPG, on distingue 2
types de chromatographie différentes. Alors, ces deux types sont différents par rapport à la nature de la phase solide. Donc, si la phase solide est une phase solide, on peut avoir la chromatographie gaz solide. Et là, c'est une chromatographie d'adsorption qui est réservée aux substances de bas point d'ébullition, c'est-à-dire que vous avez la température d'ébullition pour ces composés qui vont être analysés par chromatographie gaz solide. C'est des composés qui vont être vaporisés, qui vont être transformés en phase gazeuse avec des températures basses. Cette chromatographie, donc, elle se déroule grâce au phénomène d'adsorption. On le verra par la suite. Alors maintenant, si la phase stationnaire, on parle d'une chromatographie liquide, gaz liquide. C'est une chromatographie qui repose sur la solubilité, sur la différence de solubilité des solutés entre la phase solide et la phase mobile. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Je vous donne la parole. Pas de réponse? Parfait. Donc, si on passe à l'appareillage d'un chromatographe en phase gazeuse, on va distinguer parties, on va parler des parties les plus importantes, des organes de l'appareil les plus importants qu'on va détailler aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire dans ce cours, on va détailler les organes les plus importants de cet appareil qui peuvent nous permettre d'avoir une bonne analyse ou une bonne séparation. Donc, un instrument de chromatographie en phase gazeuse se divise en plusieurs parties. La plus importante, vous avez ici le four dans lequel est introduite la colonne. Donc, le four, il nous permet de chauffer les composés parce qu'on a parlé de chromatographie en phase gazeuse. Donc, il nous permet de chauffer le mélange qu'on va introduire. Il nous permet de le volatiliser. D'accord? Ensuite, nous avons ici un ventilateur. Ce ventilateur, il permet d'homogénéiser la température au sein de ce système, au sein de ce four. Nous avons un système d'injection. On va le voir plus tard, il existe plusieurs types. C'est l'instrument qui va servir à introduire l'échantillon. Ensuite, vous avez le détecteur. C'est un élément essentiel dans l'instrument. C'est lui qui va permettre de détecter la sortie d'un des solutés, les solutés en général. Ensuite, vous avez l'amplificateur qui va transformer l'information en un signal. Et après, vous avez l'enregistrement. Donc, dans ce cours, on va détailler ici la chambre d'injection ou le système d'injection. On va détailler le détecteur et on va détailler la colonne. Et on va détailler bien sûr la phase stationnaire qui est introduite dans la colonne. Le gaz vecteur, on vient de le voir. On a tout dit à propos du gaz vecteur. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Parfait, il n'y a pas de questions. Alors ici, vous avez un chromatographe réel. Ici, vous avez les bouteilles de gaz inertes. Vous avez ici l'appareil. Donc, ici, vous avez une photo plus nette qui vous permet de voir bien comme il faut un appareil réel qui est mis dans un laboratoire. Alors, ici, cette partie, c'est le four, d'accord?
Ici, vous avez le système d'injection. Ici, vous avez le gaz doté du manodétenteur. Et ici, vous avez l'ordinateur pour l'enregistrement du signal et l'exploitation du chromatographe. Alors, dans un premier temps, on va parler de l'injecteur. D'accord? Alors, le système d'injection joue le rôle très important car il permet de vaporiser l'échantillon et de le transférer vers la colonne. Donc, le système d'injection joue un rôle très important car c'est lui qui permet de rendre l'échantillon sous forme vapeur, sous forme gaz, et il permet d'envoyer cet échantillon vers la colonne. Alors, ici, il faut connaître parfaitement comment ça fonctionne et quelles sont les choses à ne pas faire pour justement réussir la qualité de l'analyse. Dans un premier temps, on va parler de la chambre d'injection qui doit être à une température plus élevée que celle de la colonne. Hein, la chambre d'injection doit être portée à une température plus élevée que celle de la colonne pour faciliter justement la transformation de l'échantillon liquide en gaz. Alors, pour une température, on va dire idéale, elle doit être au moins supérieure de 20 degrés. De 20 degrés de quoi? De la température d'ébullition du soluté le moins volatile. Hein? Donc, quand on dit la température de la chambre d'injection doit être portée à une température plus élevée de 20 degrés de celle de l'échantillon de l'espèce la moins volatile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on prend un mélange, par exemple, qui est composé de 5 solutés différents, on va dire 5 solutés différents. Hein? Par exemple, nous avons un soluté A, un soluté B, un soluté C, un soluté D et un soluté E. Par exemple, le soluté A, il s'évaporise à 120 degrés. Le soluté B, il se volatilise à 155 degrés. Le soluté C, il se volatilise à 177 degrés. Le D, par exemple, à 225 degrés Celsius. Et le E, il se volatilise à 275 degrés Celsius. Ça, c'est des exemples. Donc, sachant que notre mélange contient des substances qui ont des températures de volatilité très différentes, comprises entre 120 et 275. Celui qui est le moins volatile, c'est celui qui a une température d'ébullition, la température de volatilité de 275. Donc ici, la température de la chambre d'injection doit être portée à 295 degrés Celsius minimum. D'accord? Pour pouvoir justement faciliter la volatilité des solutés qui sont contenus dans le eau. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs types d'injecteurs. Le choix de ces types, justement, dépend de la colonne utilisée. On va voir ici également qu'on aura deux types de colonnes dans la CPG. On a les colonnes remplies et les colonnes capillaires. On va voir que le choix du type d'injecteur dépend du type de la colonne. Alors, sachez que quand on fait une introduction de l'échantillon trop lente, on risque d'avoir des chromatogrammes et des composés de pics larges. Si on a des pics larges, on a une mauvaise quoi? Une mauvaise résolution. Est-ce que vous êtes là ou pas? Est-ce que vous êtes là? On est là.
Vous êtes là, Oui, donc vous madame. suivez. Très bien. Donc là, il ne faut pas que l'injection de l'échantillon soit trop longue. On risque d'obtenir des pics larges et donc un chromatogramme de mauvaise résolution. Alors, les types d'injecteurs, nous avons soit des seringues, soit des systèmes de vannes. On va détailler chacune à part. Alors ici, vous avez dans le cas où le système d'injection est une micro-seringue. Donc, si le système d'injection est une micro-seringue, à ce moment-là, elle est destinée pour des échantillons liquides, hein, pour des échantillons liquides dont la volume varie entre 0,1 et 5 microlitres. Hein, donc, parfois, on peut aller jusqu'à 20 microlitres. Mais ça dépend de quelle colonne on va utiliser. On va le voir plus en détail par la suite. Donc, si nous utilisons une microseringue, la microseringue est réservée à des échantillons liquides de volume compris entre 0,1, de très faible volume, de 0,1 à 5 microlitres. Alors, il existe donc une microseringue de géométrie classique, comme celle d'injection médicale, ou bien des injecteurs assez spécifiques. Hein, des injecteurs assez spécifiques, comme vous le voyez ici dans le schéma. Alors ici, ce que vous voyez dans le schéma, vous voyez, c'est un modèle de système d'injection, d'accord? Il est un petit peu spécifique, vous devez bien le regarder. Donc ici, vous avez la partie interne, c'est celle qui va être responsable de véhiculer l'échantillon vers la colonne. Vous voyez, la flèche est indiquée vers la colonne. Donc la partie ici, c'est une partie interne qui c'est un tube récepteur. Donc à partir de là, le truc rouge, on l'appelle septum. Le truc rouge, il est fait, on l'appelle septum parce que il est fait d'une matière assez spéciale qui permet justement de se refermer dès qu'on enlève l'aiguille de la seringue. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les bouchons des tubes des Erlenmeyer. Les bouchons, on va dire en plastique, en matière flexible. Alors, dès on pique avec l'aiguille de la seringue, quand on enlève, ça se referme automatiquement et très rapidement. Alors, cette particularité permet justement à avoir une étanchéité au système d'injection. C'est-à-dire que dès qu'on envoie l'échantillon à travers ce septum, on est sûr de l'étanchéité, on est sûr qu'il n'y a pas de fuite. D'accord ? Donc, c'est un septum fabriqué par une matière spécifique qui permet à cette matière de se refermer dès qu'on enlève l'aiguille afin de garantir l'étanchéité et donc de garantir qu'il n'y a pas de fuite. Est-ce que c'est clair? Donc là, pour justement cet injecteur, on va avoir plusieurs types. Soit l'injecteur direct, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'élever de la température pour envoyer l'échantillon dans la colonne. Il est envoyé directement sans chauffage, ça ne nécessite pas d'élévation de la température pour volatiliser l'échantillon. Donc, il sera volatilisé à l'intérieur de la colonne directement parce que celui-ci a une température d'ébullition basse. Ce
qui est important les types d'injections qui sont les plus utilisés, ils sont de deux types, à part celui de l'injection directe qu'on vient de citer. Les autres, on l'appelle slip, split, splitless. Les deux autres types sont nommés split, splitless. C'est quoi split? C'est quoi splitless? Split, ça veut dire que c'est un mode d'injection avec division. L'échantillon qu'on va introduire ne sera pas envoyé en sa totalité dans la colonne. Ça sera une partie qui va partir à la colonne et l'autre, elle va sortir. C'est ce qu'on appelle les fuites, système de fuite. C'est fait exprès par un système automatisé qui va justement avoir le rôle de diviser l'échantillon en deux parties. Une partie, il va l'envoyer vers la colonne et une partie, il va l'envoyer vers la sortie pour ne pas être utilisé. Alors, donc, le gaz vecteur, dans le cas de la chambre de système d'injection avec division, ici, nous avons le gaz vecteur qui va pénétrer dans la chambre de vaporisation avec un débit élevé. Hein, par exemple, aux environs de 50 millilitres par minute. Ensuite, il y aura une vanne. Cette vanne qui va justement régler la partie qui va partir vers la colonne et l'autre qui va partir, elle va s'évaporer vers un autre système d'évacuation. Donc, ce type de système d'injection, il a des avantages. Hein? Pourquoi diviser? Pourquoi nous avons besoin de diviser l'échantillon et de ne pas l'envoyer directement? C'est parce que c'est des échantillons qui sont un petit peu concentrés. D'accord? Et donc, ça nécessite une dilution. Alors que la dilution est un peu plus difficile. Quand on parle par exemple des huiles essentielles, il est difficile de les diluer. Il est vraiment difficile de les diluer. Et si on les dilue, on va justement utiliser des solvants et on risque de chambouler l'analyse. Donc, les scientifiques ont pensé, ont créé ce système d'injection qui a pour rôle de diluer à l'intérieur de la colonne. Donc, ça ne nécessite pas une dilution au préalable. Donc, il permet d'utiliser de très faibles quantités afin de pouvoir les utiliser. C'est ce qu'on appelle un système split ou un système avec division de l'échantillon. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, pour votre information, c'est que si vous voulez connaître à peu près le pourcentage de l'échantillon qui va être envoyé réellement dans la colonne. Imaginez qu'il y aura 1% de l'échantillon réel qui va être introduit, qui va justement servir à l'analyse. L'autre partie, donc 99%, elle va être évacuée vers la sortie, elle ne va pas participer à l'analyse. Ou bien elle ne sera pas sujet de l'analyse. Donc 1%, donc le système de division permet d'envoyer 1% uniquement de l'échantillon de départ vers la colonne. Tandis que le système d'injection splitless, c'est un système qui s'effectue sans division. C'est-à-dire ici, on n'a pas besoin de diviser en deux parties l'échantillon. Tous l'échantillon qu'on va introduire, il sera directement envoyé vers la colonne. Cette quantité varie entre 1 et 10 microlitres. Et là justement, c'est quand le soluté se trouve à l'état de trace. Hein? Quand est-ce qu'on utilise ce système d'injection?
c'est quand les solutés dans le mélange sont présents à l'état de trace, donc à de très très faibles quantités, d'où la nécessité d'introduire la totalité de l'échantillon. Des questions? J'attends vos questions jusqu'à maintenant. Y a-t-il des questions? Elle parlait du système d'injection. On avait dit qu'il y en a trois types. Le plus important, c'est les deux derniers. Donc, on a dit un système d'injection direct qui ne nécessite pas d'élévation de température, qui ne nécessite pas de vaporiser l'échantillon avant son introduction dans la colonne. Mais les autres aussi. On a parlé du système d'injection split avec division. Ici, ça nécessite une élévation de la température qui doit être au minimum supérieure à 20 degrés du soluté le moins volatile. Et on a parlé du système d'injection sans division, bien sûr, et là aussi, ça nécessite que la température de la chambre d'injection soit portée à une température plus élevée de 20 degrés au minimum de celle du soluté le moins volatile. D'accord? On a parlé des propriétés, pourquoi on utilise la chambre d'injection split avec division et pourquoi on utilise, ou là, dans quel cas on utilise un système d'injection sans division. On a parlé aussi du choix du système d'injection qui dépendait de type de colonne. Donc ici, on va parler des types de colonnes qui existent dans la CPG. Alors, comme vous le voyez, ici, on a trois types de colonnes. Vous avez une colonne remplie où elle est dite à garnissage. On peut avoir des colonnes capillaires. Ici, il n'y a pas de remplissage. C'est des colonnes de très, très faible diamètre. Et nous avons des colonnes semi-capillaires. Donc, les colonnes remplies, hein, c'est des colonnes qui ne sont pas très longues. Un nombre limité. Madame, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Pourquoi? Si, Kain. On te coupe, non? Non, non. C'est bon? Il se coupe, madame. Parfait. Donc, j'ai dit qu'il existe trois types de colonnes. On peut distinguer trois types de colonnes. Donc, la colonne remplie, c'est-à-dire où on l'appelle à garnissage, une colonne capillaire et des colonnes semi-capillaires. Donc, c'est des colonnes qui ont été développées, ça fait très très longtemps, dans les débuts des années 50. Donc, le matériau avec lesquels sont faits les colonnes remplies, on peut avoir des tubes en verre, comme on peut avoir des tubes en acier inoxydable, ou bien en cuivre, ou bien en aluminium, ou bien en téflon. Donc, il y a les colonnes remplies sont fabriquées de plusieurs matériaux. Je rappelle, on peut avoir des tubes métalliques, par exemple de l'acier inoxydable, du cuivre ou bien de l'aluminium. Comme on peut avoir des colonnes directement en verre ou des colonnes fabriquées en une matière inerte chimiquement qui est le téflon. La dimension de ces colonnes, elle peut aller de 3,18 mm jusqu'à 6 mètres aux environs. Hein, donc, la longueur, elle peut aller jusqu'à de 2 à 6 mètres et le diamètre, il est de 3,18 ou bien de 6,35 mm. Donc, ici, vous voyez devant vous un type de colonne en cuivre. Ici, vous avez des colonnes en verre ou bien en aluminium. Ici aussi, vous avez une colonne enroulée, hein, et là, elle est faite soit en acier inoxydable, soit en aluminium.
Alors ici, comme vous voyez ici, vous avez des colonnes capillaires. Comme je viens de vous le dire, les colonnes capillaires ont de très très faibles diamètres. Il est compris entre 0,05 et 0,35 mm, mais la longueur, elle peut aller jusqu'à 50 mètres, donc de 10 mètres à 50 mètres. Alors ici, j'ai dit qu'il n'y a pas de remplissage. La face stationnaire est disposée ou bien elle est greffée sur les parois internes de la colonne. Donc, pour l'efficacité de la colonne, on peut avoir jusqu'à 200 000 plateaux. D'accord? Et ici, le terme A de l'équation de Van der Demetre, puisqu'on ne l'a pas vu, parce que ça nécessite vraiment qu'on soit ensemble et en direct pour pouvoir l'expliquer. Donc, j'ai évité de la faire pour vous ici en cours en ligne. J'espère qu'on reprendra pour pouvoir la faire et vous allez mieux comprendre. Elle est un petit peu compliquée, donc je me suis dit qu'il vaut mieux ne pas la faire si on est confiné. De dire, je fais un petit rappel pour les gens qui n'étaient pas connectés, qui viennent d'arriver. On vient de parler de la CPG, on vient de donner les principaux organes qui composent un appareil de CPG. On vient de parler de la phase mobile qui doit être un gaz inerte et on a cité les principaux gaz utilisés dans la CPG. On a parlé de l'hydrogène, de l'oxygène, pardon, de l'hydrogène, de l'azote, de l'argon et du CO2 supercritique. On a parlé d'un système d'injection qui permet d'introduire l'échantillon vers la colonne, donc d'envoyer l'échantillon à analyser vers la colonne. On vient de dire qu'il peut exister trois types de systèmes d'injection. Un système d'injection directe où l'échantillon est directement envoyé vers la colonne sans être vaporisé. Or, on a parlé de deux autres systèmes d'injection avec division et sans division. On a dit pourquoi, et j'ai fait un autre résumé par la suite. On vient de parler des colonnes, hein, qui sont l'organe, on va dire, le principal, mais il est très très important, sinon on ne peut pas faire l'analyse. Donc la colonne, elle est de trois types. J'ai cité qu'on peut trouver des colonnes à garnissage ou des colonnes remplies. Des colonnes capillaires, c'est des colonnes de très très faible diamètre, mais avec des longueurs assez grandes, donc qui peuvent aller jusqu'à 50 mètres, de 10 à 50 mètres. Et maintenant, on va parler de la phase stationnaire qui, elle concerne les colonnes remplies et les colonnes semi-remplies. Donc, la phase stationnaire, elle est utilisée pour analyser les gaz permanents comme le CO2, les composés très volatiles. Parmi ces phases, on voit par exemple le tamis moléculaire, l'alumine, le charbon actif, le noir de carbone, le graphite, etc. Donc, on peut avoir plusieurs types de phases stationnaires solides. Si une phase stationnaire, par contre, est liquide, on peut utiliser, par exemple, des colonnes remplies avec des liquides qui ont des propriétés suivantes. Donc, le liquide doit être inerte chimiquement, il doit avoir une stabilité thermique et il peut avoir, par exemple, une solubilité appréciable, hein, pour les solutés à analyser. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les types de chromatographie sont divisés en deux. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début du cours, c'est qu'on pouvait avoir des CPG où la phase stationnaire est un solide et on peut avoir des CPG où la phase stationnaire est liquide. Donc, dans le cas où la phase stationnaire est liquide, on ne peut pas utiliser euh, un liquide dans la phase stationnaire n'importe lequel. Il faut
qu'il remplisse les conditions. Je rappelle, ce liquide qui va constituer la phase stationnaire doit être inerte chimiquement, il doit avoir une stabilité et il doit avoir bien sûr une solubilité vis-à-vis qui pose l'échantillon ou le mélange. C'est clair? Sachez qu'il existe aux environs 2000 phases différentes selon leurs propriétés. Donc, par exemple, pour trouver des phases stationnaires polaires, comme les polymères, on peut citer le polyéthylène glycol, on peut citer par exemple le polyester glycol, on peut citer le polyamide, et toutes ces composés, vous allez les avoir dans le support de cours que je vais vous envoyer plus tard. Donc, on vient de citer qu'il y a des composés qui composent la phase stationnaire qui sont polaires. Je viens de citer quelques-uns. Et vous avez des composés non polaires, comme par exemple les silicones ou bien les polylcyclosanes. On peut aussi utiliser des squalanes dont la formule chimique est de C30A. Et bien le support de cours. Bien sûr, dans le mélange, plus les composés polaires et les phases non polaires. Quand on a fait le cours pour la première fois, donc ça dépend de l'affinité qu'a la phase stationnaire avec les solutés de chaque, les solutés du mélange. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, s'il n'y a pas de questions, je préfère m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner et je sais qu'à cette heure-ci, certains d'entre vous sont fatigués ou occupés. Donc, je préfère aller doucement concernant tous les renseignements, toutes les informations à donner sur chaque organe de l'appareil. Il est important de retenir les conditions et les propriétés afin de mener le mieux possible l'analyse en CPG.